Donc nous allons tout de suite laisser la parole à Monsieur Vidaillet pour sa présentation et nous le remercions vraiment chaleureusement d'avoir donné de son temps pour nous parler de l'impact de la crise sanitaire sur un projet d'enquête mené par la Sophracim. Monsieur Vidaillet. Merci beaucoup. C'est avec grand plaisir, hein, évidemment, que je suis présent, d'autant que le centre de simulation d'Angers est évidemment un centre important en France, puisqu'il a été le premier ou un des premiers, et que Jean-Claude Grandry, comme vous le savez, a créé la Société francophone de simulation, qui est le cadre dans lequel on a mené l'étude que je vais vous présenter, qu'il en est toujours le président d'honneur. Alors, notre société francophone de simulation a été évidemment aussi surprise, hein, par l'événement de l'arrivée du Covid. On l'a été tout particulièrement à Strasbourg, et c'est peut-être pour ça et qu'effectivement, avec notre ingénieur Victor Gazia, on a choisi de se poser la question de savoir comment les centres de simulation avaient fait face à cette situation sanitaire tout à fait exceptionnelle, sachant, comme vous l'avez souligné, que la simulation devient maintenant un outil de formation aux compétences tout à fait important, au travail en interprofessionnel, au travail sur les gestes techniques, tout un ensemble de choses qui étaient particulièrement important pour faire face à la crise actuelle, la crise qui est survenue et qui revient là maintenant. Donc, je vais vous présenter rapidement les méthodes et les résultats de cette étude. Donc, quelle était notre question? C'est celle que j'ai dite tout à l'heure. Finalement, comment on fait face les centres à la situation sanitaire exceptionnelle? Et finalement, est-ce que, vous savez, c'était un petit peu comme la question de savoir quel allait être le monde d'après. Et finalement, la question, c'est quel allait être le monde d'après pour les centres de simulation. Est-ce que ça avait modifié leur façon d'être? La crise sanitaire a impacté de façon variable le territoire français. C'est vrai que dans le Grand Est, on a été particulièrement impacté pour des questions particulières, c'est-à-dire qu'il y a eu des rassemblements qui ont fait que le virus s'est répandu rapidement dans le Grand Est de la France. Et c'est vrai que nous, très rapidement, on a été fortement impacté. On a été un peu sidérés, hein. C'était vraiment une crise tout à fait exceptionnelle, impressionnante dans son impact sanitaire, avec une tension importante sur les services d'urgence, de réanimation. Et on voit que le territoire, évidemment, a été très différentiellement impacté. Il y a des endroits, c'était un petit peu le désert des Tartares, c'est-à-dire qu'ils voyaient au loin le virus sévir, s'y préparer, mais finalement ne l'ont jamais vu vraiment arriver jusqu'à peut-être la deuxième vague. Et on a donc posé la question, ces deux questions-là, comment ça a fonctionné pendant, est-ce qu'on s'y était préparé avant et qu'est-ce que ça allait avoir comme conséquence pour l'avenir? Voilà les questions qu'on a posées. Est-ce qu'avant l'arrivée dans le territoire, vous avez pu anticiper des besoins particuliers? Quelle a été votre activité pendant la crise Covid-19? À la fin, qu'est-ce que vous en avez tiré pour modifier éventuellement votre activité et s'adapter à de nouvelles crises sanitaires? Et évidemment, on essayait d'identifier un petit peu la nature du centre. La méthodologie a été celle d'un questionnaire en ligne, hein, qu'on a envoyé après la fin du confinement. C'était évidemment déclaratif, hein, on relevait ce que les centres répondaient à notre questionnaire. On a utilisé le logiciel Office Form et on a diffusé au travers de différentes listes de diffusion le questionnaire qui a été envoyé entre début mai et fin septembre de cette année. On a obtenu 47 réponses, on en a retenu 39 pour différentes raisons techniques que je ne détaillerai pas. Alors évidemment, il y a des limites, on n'a pas bien maîtrisé les listes de diffusion qui qui étaient ensuite envoyées aussi parfois en ricochet. Et notre liste, malheureusement, n'est pas encore exhaustive de l'ensemble des centres de simulation. Et puis, il faut reconnaître qu'il y a des centres de simulation aussi qui naissent aujourd'hui à différents endroits et qu'on n'en a pas encore connaissance. Mais voilà quand même
39 réponses et vous les voyez là sous forme de petits carrés bleus. Vous reconnaissez hein, les centres bien représentés hein, de l'ouest de la France et en particulier le centre d'Angers qui a répondu très rapidement, on les remercie, à notre sollicitation, mais aussi celui de Nantes, de Tours et les centres bretons. Alors, on a différencié selon la catégorisation HAS, les différents types de centres. On a aussi interrogé les CESU. Donc, vous voyez, beaucoup, des centres de type 1, de type 2 et de type 3, qui sont un peu les centres hospitalo-universitaires avec une activité de recherche. Il y avait des centres, donc surtout des centres hospitalo-universitaires, quelques écoles de santé et puis quelques centres privés qui ont répondu à nos sollicitations. Alors, les centres ont-ils anticipé? Alors, je peux vous dire que nous, non. On a vu la vague arriver trop vite. Alors, on avait vu la Chine, l'Italie en difficulté. C'est vrai que du coup, en tant que soignant, on a été beaucoup mobilisé. Moi, je suis psychiatre à Strasbourg et on a été beaucoup mobilisé pour mettre en place un soutien médico-psychologique qu'on avait rapidement vu problématique pour les équipes soignantes. Et évidemment, vous voyez, les équipes d'urgence et d'anesthésie-réanimation qui participent énormément aux activités du centre eh bien, étaient complètement mobilisées pour donner les soins aux patients. Et donc, on n'a pas du tout eu le temps d'anticiper la crise. D'autres centres ont pu le faire. Par exemple, Angers et Nantes n'ont pas non plus anticipé l'action de la crise. Peut-être que du coup, est-ce qu'ils ont, enfin, ils nous y répondront tout à l'heure, est-ce qu'ils ont pu modifier leur activité? C'était peut-être pas nécessaire. Alors, avant la crise, comment vous avez anticipé les choses? Je trouve que c'est extrêmement intéressant. On le verra aussi après. Eh bien, beaucoup de formations ont été anticipées. C'était beaucoup de gestes techniques avec intubation, habillage, déshabillage. Vous voyez, on a fait une analyse sémantique des réponses. Évidemment, l'activité, enfin, ce qui était anticipé était très centré autour du Covid, hein, ce qui se comprend, et avec les conséquences pour les équipes soignantes du Covid, donc savoir se protéger, s'habiller, se déshabiller, mettre les protections individuelles, et puis aussi exercer des gestes techniques un peu inhabituels, des intubations, des décubitus ventraux. Et on voit qu'il y avait beaucoup de mise en ligne technique de gestes techniques, mais aussi des simulations de pleine échelle. Par exemple, à Strasbourg, on a simulé des arrivées de patients dans des services dans des services Covid, les nouveaux services Covid, pour pouvoir former les équipes le mieux possible. Il y avait les lieux de formation, c'était beaucoup in situ, peu dans le centre de simulation. En tout cas, évidemment, nous, notre centre a rapidement fermé pour des raisons de risque épidémique. Par contre, on avait envoyé in situ des mannequins, des équipes pour former les personnes aux gestes dont j'ai parlé tout à l'heure. Les personnes formées, beaucoup de formations interprofessionnelles qui impliquaient les médecins, les infirmiers et les autres équipes soignantes. On a été particulièrement attentifs aux étudiants en médecine qui sont venus évidemment aider très rapidement les équipes pour réaliser des gestes, hein, des actions de soins dont ils n'avaient pas l'habitude, y compris des actions de transport de patients, etc. Et donc, on a été aussi attentif à pouvoir les former parce qu'on pense qu'une bonne formation eh bien, permet d'éviter des conséquences néfastes pour les personnes qui ne se sentiraient pas en capacité des actions soignantes qu'on leur demande. Alors, est-ce que vous avez organisé des formations? On voit que la plupart des centres ont répondu oui. Certains centres sont restés ouverts. Alors, nous, on est en train de faire une analyse, justement. Est-ce que c'était les centres où la crise Covid n'était pas majeure? En tout cas, nous, dans l'Est de la France, on a beaucoup fermé les centres qui étaient trop à risque. Vous voyez, dans une simulation, on est très proches les uns des autres et le risque de transmission du virus était beaucoup trop important. On a été sollicité par des collègues, par l'administration hospitalière pour
effectuer des formations, et puis certains venaient de notre propre initiative pendant la crise. Alors, ce que je trouvais intéressant aussi, c'est que l'anticipation des centres était assez bonne, puisque on voit que les simulations exercées pendant la crise correspondaient vraiment bien dans leur façon de faire, et les populations cibles, médecins, infirmiers, les autres soignants, in situ en majorité, simulation pleine échelle et démonstration de gestes techniques avec mise en ligne de vidéos, correspondaient très bien à ce qui avait été anticipé. La mise en ligne de vidéos a été très utilisée. Je dirais que ça correspond un petit peu aussi au changement de modalité que l'on a. On développe des téléconsultations, des téléexpertises. Et bien, en simulation aussi, il y avait la mise en ligne de vidéos, de démonstrations. Et nous, à Strasbourg, on se pose vraiment la question de pouvoir poursuivre, un petit peu comme les téléconsultations, ces actions à distance de simulation. Est-ce qu'on pourrait créer des vidéos qui seraient mises en ligne avec aussi même des débriefings à distance, ou des débriefings faits localement, mais sur des vidéos montrées sur des vidéos pré-enregistrées, ou filmées à distance dans des conditions du coup sanitaires. Vous voyez, on pourrait imaginer une simulation où juste un petit groupe fait la simulation et ensuite organise un débriefing avec des gens qui sont à distance. Moi, je trouvais que c'était des possibilités tout à fait intéressantes à explorer. On voit là aussi qu'évidemment, les gestes concernaient beaucoup le Covid, avec des actes techniques et des simulations pleine échelle qui étaient très proches de celles qui avaient été anticipées: intubation, équipement de protection individuelle, intubation, etc. Alors, nous, on s'est confronté à une situation aussi. Alors, ça ne s'est pas passé finalement, mais on a beaucoup de matériel, hein, finalement, enfin, jamais assez, hein. Évidemment, c'est un message important. On a des besoins de plus en plus importants, mais on a quand même du matériel en centre de simulation. Et il manquait beaucoup de matériel. Il manquait des matériels de ventilation, il manquait des matériels d'intubation, des masques, etc. Finalement, est-ce qu'on a dû prêter du matériel pour retour vers les soins réels et pas la simulation? Bien oui, et voilà, des respirateurs, des masques, des pousse-seringues, des casaques, etc. En tout cas, un certain nombre de centres ont été amenés à redonner le matériel vers les équipes de soins réels. Alors, pour la suite, est-ce que les centres prévoient de poursuivre leurs activités pendant la crise? La majorité, oui, avec des modifications quand même de fonctionnement de leur organisation. Je pense que ça nous a impacté, et j'espère en tout cas qu'on va être particulièrement attentif à prévenir et à savoir faire face à des situations sanitaires de ce type-là. Comme je vous l'ai dit, peut-être des dématérialisations des actions de simulation. Et vous voyez en bas un petit peu les modifications qui ont été envisagées alors, par les centres à proximité de la situation de crise. Est-ce qu'on a prévu dans les centres d'introduire finalement de nouvelles formations, de nouveaux contenus de formation, en plus des modifications de modalités? Ben oui, on a fait une analyse sémantique pour les centres. Donc, vous voyez que la moitié a dit oui et la plupart y réfléchissent. Mais en tout cas, on voit par exemple les échographies. Évidemment, il y avait des échographies liées au Covid-19, tous les gestes d'habillage, de protection, les gestes barrières, tout ça, ce sont la question éthique est apparue aussi de façon importante. Et puis, tous les actes d'urgence qui ont été amenés par le Covid-19, parfois des ventilations extrêmes ou mettre en place des centres de réanimation qui ne sont pas initialement prévus pour être des centres de réanimation. Enfin, tout ça, ce sont des thématiques de simulation qui ont été prévues par les centres. Voilà, donc on trouve que il était vraiment important de pouvoir se poser cette question. On va essayer de pouvoir
merci d'abord de nous permettre de présenter ces résultats qui sont des résultats issus d'un travail vraiment collaboratif de notre société francophone de simulation. Et on espère évidemment pouvoir publier prochainement ces résultats. Je pense qu'il sera important justement d'ouvrir maintenant la place à la discussion concernant ces évolutions et l'impact de cette crise. Merci. Merci beaucoup, merci à vous de la qualité de votre intervention.